Vous disposez d'environ 130 millions de dollars. Que feriez-vous d'une telle fortune? Envisageriez-vous un voyage dans l'espace ou préféreriez-vous acquérir une île? Il existe bien des manières de dépenser une telle somme, mais un investisseur anonyme a choisi de l'utiliser pour édifier une extravagante cité sous-marine. Le projet n'est pas encore achevé, mais de nombreuses personnes œuvrent à le concrétiser. Si tout se déroule comme prévu, vivre sous les mers pourrait, dans un avenir proche, devenir une réalité. Au siècle dernier, une carrière de calcaire se trouvait à proximité de la frontière galloise, au Royaume-Uni. Elle fut inondée dans les années 90, formant un lac profond de 80 mètres. Aujourd'hui, un vaste chantier de construction l'entoure. Des camions y acheminent des matériaux tandis que des ouvriers en combinaison y assemblent d'imposants modules, semblables à de gigantesques sous-marins futuristes. Ces structures, appelées sentinelles, constitueront les édifices d'une petite ville sous-marine. Les ingénieurs conçoivent des matériaux en acier inoxydable à haute résistance, capables de supporter une immersion allant jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est la limite supérieure de la zone crépusculaire, un espace où la lumière solaire pénètre à peine. De grands calmars ainsi que d'autres créatures mystérieuses y évoluent. Imaginez-vous dans une chambre d'hôtel immergée, ouvrant les yeux pour découvrir un calmar géant vous fixant dans l'ombre. Ou pire encore, un œil immense vous scrutant au réveil. Ce genre de scène pourrait devenir réalité si les sentinelles venaient à être installées avec succès dans les abysses. Mais revenons à notre chantier lacustre. Ce projet se nomme Deep. Son ambition, rendre la vie sous-marine aussi agréable que possible. À l'intérieur des modules résidentiels, les équipes aménagent des chambres, des cuisines, des salles de bain, ainsi que de larges hublots d'observation. L'accès s'effectuera à bord de petits submersibles. Toutefois, cela n'a rien d'aussi simple qu'une course en taxi. Pour vivre sous l'eau, il faut suivre un entraînement rigoureux sous la supervision d'instructeurs qualifiés et s'exercer dans des simulateurs de vie subaquatique. Le coût de la vie y sera probablement exorbitant, mais cela devrait en valoir la peine. Au moins, on y mangera bien. Un chef cuisinier élaborera un menu dédié et les aliments seront conditionnés dans des sachets hermétiques afin d'en préserver les arômes et les nutriments. L'ensemble est prometteur, mais une question demeure. Qui finance cette entreprise? Le mystère reste entier. Le projet Deep est soutenu par un mécène inconnu, qui a déjà investi plus de 100 millions de dollars. Il convient de noter que cette initiative n'est pas la première du genre en matière d'habitat sous-marin. Ainsi, en 1962, Jacques-Yves Cousteau, célèbre explorateur et plongeur, inaugura la maison subaquatique Conshelf 1. Il s'agissait d'un cylindre en acier installé à 10 mètres de profondeur, dans lequel 2 plongeurs vécurent durant une semaine. En 1970, plusieurs femmes passèrent également 14 jours immergées dans les Caraïbes, à une profondeur d'environ 15 mètres. L'objectif de cette expérience était d'étudier la psychologie humaine dans un environnement exigu, comparable à celui d'un vaisseau spatial. Sans grande surprise, ce projet fut en partie soutenu par la NASA. Des baies vitrées tournées vers la faune marine, une cuisine raffinée, des festivités sous-marines et l'isolement loin de toute civilisation. Tout cela paraît séduisant. Mais si l'on met un instant de côté ces attraits ludiques, existe-t-il un intérêt véritable? Absolument. L'exploration des profondeurs océaniques. Nombre de biologistes marins estiment que l'exploration des océans est plus efficace lorsqu'elle s'effectue de l'intérieur. La plongée, en effet, présente des limites. Nos contraintes physiologiques restreignent le temps passé sous l'eau à environ 90 minutes. Des cités sous-marines offriraient la possibilité d'y séjourner durant des mois entiers. Mais l'enjeu demeure l'observation prolongée de la vie marine dans son milieu naturel. Au milieu des années 90, des chercheurs ayant entrepris l'étude du développement et de l'alimentation des coraux les avaient transférés en laboratoire. Ils constatèrent que les réactions des coraux variaient considérablement selon qu'ils évoluaient en environnement artificiel ou en pleine mer. Leur comportement en captivité différait nettement de celui observé dans leur habitat naturel. De telles cités sous-marines pourraient également représenter une aubaine pour les archéologues spécialisés dans l'étude des épaves englouties à travers l'histoire. Par ailleurs, elles pourraient jouer un rôle crucial face aux catastrophes naturelles. En cas de séisme, de tsunami ou d'éruption volcanique, ingénieurs et scientifiques pourraient concevoir des refuges aquatiques, à l'image du projet Subbiosphère 2. Ces structures circulaires, capables de s'immerger, offriraient un abri temporaire à 50 voire 100 personnes, leur permettant de survivre en toute sécurité à distance du danger.
Les villes sous-marines pourraient constituer une réponse prometteuse aux problèmes de surpopulation, mais elles ne sont pas sans inconvénients. Les océans subissent déjà les effets de nos pollutions. Que se passerait-il si nous nous y établissions? Étudier la vie marine en laboratoire est une chose, ériger des complexes touristiques en est une autre. L'un de ces établissements, le Water Discus, sera implanté à une profondeur maximale de 11 mètres. Il comprendra 21 chambres ainsi qu'un restaurant offrant une vue imprenable sur les récifs coralliens. Si le séjour semble agréable, certains spécialistes redoutent qu'une présence prolongée n'ait des effets néfastes sur la santé, en raison d'un manque d'exposition au soleil. Cela dit, y passer une petite semaine pourrait s'avérer instructif. Le principal défi que pose la conception de laboratoires, d'hôtels ou d'abris sous-marins réside dans la mise en place de systèmes fiables de survie et de sécurité. Il est impératif de maintenir des conditions d'air, d'humidité et de température aussi confortables que possible pour les occupants. Or, cela exige une quantité d'énergie considérable. Aujourd'hui, tous les édifices sous-marins modernes dépendent encore de sources d'énergie situées en surface. Cependant, les scientifiques ambitionnent de rendre les installations futures complètement autonomes, en exploitant l'énergie cinétique des vagues et des panneaux solaires à haut rendement. Il est également essentiel d'adopter une architecture adaptée pour ces structures. Au lieu de recouvrir toute une cité subaquatique d'une immense coupole, il est bien plus judicieux de concevoir un ensemble de grands modules d'habitation. Ceux-ci doivent être conçus à partir d'acier, de verre et d'un ciment spécifique. Par ailleurs, la profondeur ne devrait pas excéder 300 mètres. Au-delà, la pression de l'eau imposerait des parois beaucoup plus épaisses. Pour acheminer et positionner ces modules résidentiels en toute sécurité, les ingénieurs ont recours à des caissons de ballast. Il s'agit de vastes réservoirs remplis d'eau servant à entraîner les structures vers le fond marin. Une fois les modules installés, l'eau peut être évacuée puis remplacée par de l'air, ce qui permet à l'habitation de remonter à la surface. Et qu'en est-il de l'air frais? Les poissons, eux, extraient l'oxygène de l'eau grâce à leurs branchies, mais ce procédé n'est évidemment pas envisageable pour les humains. Il faut donc acheminer de l'air depuis la surface. Celui-ci peut être diffusé dans la ville, puis combiné à une substance spécifique, le sodasorbe, qui réagit avec le dioxyde de carbone afin de l'éliminer. L'idéal serait de pouvoir produire de l'oxygène directement dans les villes sous-marines, sans dépendre de sources extérieures. Pour cela, il faudrait aménager des fermes peuplées de plantes capables de photosynthèse. Toutefois, ces végétaux devraient alors se contenter d'une lumière artificielle en lieu et place du soleil. Si l'on envisage une autonomie totale, les habitants pourraient s'approvisionner directement dans l'océan. Il suffirait d'enfiler équipements de plongée, masques et bouteilles d'oxygène, puis de sortir par un sas étanche. À l'aide de harpons et de filets, il serait alors possible de capturer son repas. Attention toutefois à surveiller ses réserves d'oxygène et à ne pas trop s'éloigner. Frire son poisson à la poêle est à éviter, car les odeurs seraient envahissantes. Dans un habitat sous-marin, l'air, confiné comme dans une cabine d'avion, ne se renouvelle pas facilement, ce qui accentue les émanations. Peut-être qu'un jour, des espaces de cuisson spécifiques verront le jour. Mais en attendant, il faudra se contenter d'aliments en conserve ou déshydratés. Envie de bouger un peu? Faites une promenade sous-marine. Au lieu d'une bouteille, vous pouvez utiliser un tuyau reliant votre masque à une réserve d'air dans votre logement. Mais attention, votre exploration sera limitée. La longueur du tuyau impose une distance à ne pas dépasser. Air, alimentation, structure sûre et l'eau potable. À l'avenir, des filtres intégrés à ces hôtels pourraient nous permettre de dessaler l'eau de mer. Cette ressource pourrait aussi provenir de la condensation formée dans l'habitat, ou même des sécrétions humaines. Cela peut surprendre, mais les astronautes, par exemple, utilisent depuis longtemps des dispositifs capables de recycler leur fluide en eau potable. Vous vous trouvez au milieu d'un immense désert vide en Arabie Saoudite. Pourtant, en plein cœur de ce néant, deux gratte-ciel miroitants s'élèvent côte à côte, parfaitement parallèles. Ce n'est pas une simple vision futuriste, mais bien The Line, le projet urbain le plus audacieux jamais entrepris par le royaume. L'Arabie Saoudite est déjà le berceau de certaines des architectures les plus ambitieuses au monde. Du quartier financier du roi Abdallah à Riyad aux imposantes tours Abraj al-Bayt de la Mecque, le pays multiplie les réalisations spectaculaires. Mais The Line joue dans une toute autre catégorie. Annoncé en 2021, ce projet s'inscrit dans une initiative plus vaste, baptisée NEOM. Un méga projet à 500 milliards de dollars visant à transformer la manière dont les gens vivent,
travaillent et interagissent avec leur environnement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Difficile à dire, mais le récent départ de Nadmi Al-Nasr, qui dirigeait ce projet de longue date, suscite des doutes. D'autant plus qu'un communiqué de Neom publié juste après n'a avancé aucune explication crédible à son sujet. À l'origine, le coût du projet The Line était estimé à environ 200 milliards de dollars. Mais en 2024, cette somme a littéralement explosé, atteignant le chiffre vertigineux de 2000 milliards de dollars. Un montant équivalent à près du double du PIB de l'Arabie Saoudite. Et selon des analystes indépendants, cette facture pourrait encore s'alourdir. Les ambitions initiales prévoyaient la construction d'environ 16 km du projet et l'installation d'1,5 million d'habitants d'ici à 2030. Mais ces projections ont été considérablement revues à la baisse. Désormais, à peine plus de 2 km pourraient être achevés à cette échéance, avec moins de 300 000 résidents. Le chantier a été ralenti par de nombreux obstacles, entre défis techniques et difficultés de gestion, entraînant des retards majeurs et un avancement bien plus lent qu'espéré. Voyons maintenant ce qu'est réellement The Line. Il s'agit d'une ville entière encapsulée dans 2 gratte-ciel parallèles de 500 mètres de hauteur, surpassant presque tous les plus hauts édifices au monde. Ces structures colossales, larges de 200 mètres, s'étendent sur une distance vertigineuse de 170 km dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à proximité de la mer Rouge. Le plus impressionnant, l'ensemble de la ville tient dans cette seule structure. Aucune voiture, aucune route, aucune émission polluante, mais nous détaillerons ces aspects plus tard. Ce gigantesque complexe est conçu pour accueillir 9 millions d'habitants, tout en fonctionnant exclusivement grâce aux énergies renouvelables. Un projet parfaitement aligné avec le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. L'extérieur des gratte-ciel sera entièrement revêtu de miroirs, réfléchissant le paysage désertique alentour pour une intégration quasi parfaite à son environnement. À l'intérieur, on trouvera des jardins luxuriants, des cascades, des taxis volants et même des robots assistants chargés des tâches quotidiennes. Les concepteurs de la ville envisagent même d'y intégrer une lune artificielle. L'un des aspects les plus singuliers de The Line réside dans son organisation spatiale. Contrairement aux villes classiques qui s'étendent horizontalement, celle-ci adopte une structure verticale. Logements, bureaux, parcs, écoles et commerces sont superposés en différentes strates, réduisant ainsi la nécessité de longs déplacements. Les concepteurs assurent que toutes les commodités seront accessibles en moins de 5 minutes de marche, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Bien que son empreinte au sol soit réduite, cette structure verticale permet d'accueillir 9 millions d'habitants, tout en préservant des espaces verts, des zones naturelles et des équipements modernes. Un système de contrôle climatique est également prévu, maintenant une température agréable en toute saison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, malgré les conditions extrêmes du désert. Bien sûr, même si tout est à portée de main, il restera nécessaire de se déplacer dans la ville. Rassurez-vous, The Line a tout prévu et de la manière la plus avant-gardiste qui soit. Un train à grande vitesse reliera les 2 extrémités de la ville en seulement 20 minutes. Autrement dit, il couvrira 170 km avec seulement 4 arrêts en cours de route. Imaginez pouvoir traverser toute la ville plus rapidement qu'il ne faut de temps pour parcourir une agglomération en voiture aujourd'hui. En complément du train, The Line intégrera aussi des véhicules autonomes. Ces voitures et navettes circuleront sans conducteur grâce à des technologies avancées, prenant en charge aussi bien le stationnement que l'évitement des obstacles. Encore plus impressionnant, chaque véhicule, train et infrastructure sera interconnecté via un immense réseau appelé Internet des objets. Grâce à des capteurs et des données en temps réel, le trafic pourra s'écouler sans encombre, limitant ainsi les retards et réduisant la congestion. Le projet Neom a été évoqué pour la première fois en 2017. En plus de The Line, il comprend également une ville industrielle flottante en forme d'octogone et une luxueuse station de ski. C'est d'ailleurs là que l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. De plus, la région abritera la plus grande centrale d'énergie verte au monde, garantissant son autonomie et sa durabilité. L'objectif de Neom est d'attirer des habitants du monde entier, non seulement pour y séjourner, mais pour s'y établir durablement. Les résidents auront même un gentilé spécifique. Ils seront appelés Néomiens. Toutefois, certains experts en urbanisme et en architecture émettent des réserves quant à ce projet. La disposition en ligne droite de la ville présente plusieurs inconvénients majeurs.
À titre de comparaison, dans une métropole traditionnelle comme Johannesburg, qui couvre une superficie bien plus vaste que The Line, la distance moyenne entre deux habitants pris au hasard est d'environ 30 km. Or dans The Line, cette distance atteindrait en moyenne 56 km, soit près du double, bien que la superficie totale soit nettement plus réduite. Une telle configuration pourrait compliquer les interactions sociales et rendre les déplacements fastidieux, même avec un train à grande vitesse traversant la ville. D'après les promoteurs du projet, chaque résident aura accès à tout ce dont il a besoin en seulement 5 minutes de marche. Pourtant, certains expriment des doutes. Vivre empilé dans un espace ultra compact pourrait bien finir par être oppressant, voire insupportable. Quant à l'idée d'une façade entièrement recouverte de miroirs, si elle impressionne sur les rendus numériques, elle suscite aussi des interrogations. En réfléchissant intensément la lumière du soleil dans un environnement désertique, cette conception pourrait perturber la faune locale ou engendrer des problèmes de surchauffe inattendus. Les innovations technologiques de The Line paraissent impressionnantes, mais elles soulèvent aussi des défis majeurs. La ville repose sur l'Internet des objets et des véhicules autonomes, un concept alléchant, certes, mais qui pose question sur son application concrète dans une cité de 170 km de long. Pour garantir un fonctionnement fluide, chaque composant, voiture, train, infrastructure, devra être parfaitement synchronisé et échanger en continu des quantités massives de données en temps réel. Or, le moindre dysfonctionnement risquerait de perturber la vie quotidienne de millions d'habitants. Le train à grande vitesse, lui aussi, semble relever du rêve. Pourtant, le faire fonctionner durablement dans un désert représente un défi colossal. Entre la chaleur extrême, les déplacements de sable et l'usure accélérée des rails, les risques de retard fréquents et de coûts d'entretien exorbitants sont bien réels. Partout dans le monde, on s'interroge sur la faisabilité du projet. À l'origine, les premiers habitants devaient s'installer dans The Line d'ici 2030. Toutefois, certaines informations suggèrent que cet objectif pourrait être revu à la baisse. Un autre enjeu concerne la durabilité. L'ambitionne de fonctionner avec zéro émission et une énergie entièrement propre, mais ériger une infrastructure d'une telle envergure nécessitera des ressources colossales. Face à ces défis, l'Arabie Saoudite cherche de nouvelles stratégies de financement et tente de définir quelles parties du programme Vision 2030 doivent être mises en priorité. Un expert proche du dossier a récemment révélé que certains projets avanceraient comme prévu, tandis que d'autres pourraient être revus à la baisse. Cette vision correspond aux déclarations d'Ali Shihabi, membre du comité consultatif de NEOM, qui a reconnu que les objectifs de Vision 2030 avaient toujours été volontairement, voire excessivement, ambitieux. Il estime cependant que même si seuls certains éléments du projet voient le jour à temps, cela représentera une avancée considérable.